Bonjour l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live One Piece. Donc voilà, on va regarder et analyser tout simplement le chapitre 1138 de One Piece, donc les spoils complets. Et je pense qu'aujourd'hui va être un jour historique parce que voilà, on va découvrir énormément d'informations qui vont changer totalement notre vision des choses autour de One Piece, tout simplement parce qu'il y aura des révélations sur les armes antiques, sur le siècle oublié, sur les personnes les plus importantes du manga, bref, énormément de choses. J'espère que vous êtes bien prêts, on va tout décortiquer en détail, analyser, on va d'abord react évidemment, et à la fin théoriser sur tout ça. Donc voilà, juste avant les gars, comme d'habitude, petite auto-promo. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez soutenir pour tout le travail fourni. Hier, je me suis couché, je sais plus à quelle heure, 4-5 heures du matin, je n'ai pas arrêté de taffer la vidéo d'aujourd'hui. J'ai repris direct dès que je me suis levé jusqu'à maintenant. J'ai fait que taffer, j'ai fait montage, ensuite j'ai préparé les spoils, je vous les ai ramenés. J'ai encore été le premier France, en tout cas communauté francophone, à avoir publié les spoils en français. Donc voilà les gars, si vous voulez soutenir, vous avez juste à liker, follow et commenter pour la team YouTube. Vous avez aussi accès aux souscriptions si vous voulez tout simplement participer de manière financière. D'ailleurs, encore merci à tous ceux qui le font. Et évidemment, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Et pour terminer, il y a le Discord, là où on discute, etc., où on se rejoint pour les live gaming, où il y a énormément d'informations aussi autour de One Piece. Et de l'autre côté, il y a Twitter, où justement je publie les spoils qu'on va tout simplement lire, tout simplement théoriser, etc. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui va être sur ces spoils, et ces spoils sont bel et bien sur Twitter les gars, donc voilà, n'hésitez pas, merci à tous ceux qui le font, et je pense que c'est une belle transition pour pouvoir commencer ce début d'analyse et de react au spoil complet du chapitre 1138, chapitre qui sera évidemment un grand tournant dans l'histoire de One Piece. Donc c'est parti les gars pour ce chapitre qui s'annonce légendaire, chapitre 1138, le chapitre de tous les chapitres, sûrement le chapitre de l'année. Donc voilà, les spoilers complets sont sortis, on va tout simplement analyser, théoriser sur ça. Et on commence par la réac, donc asseyez-vous, c'est parti les gars, je vous mets la cam comme d'habitude. Ok, donc c'est parti, le titre du chapitre c'est Harley. En japonais, les kanji signifient texte sacré. Donc en même temps, voilà, il y a un double sens entre le mot Harley et le mot texte sacré. Donc hier on se demandait un petit peu ce que c'était les Harley, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en gros c'est un texte, un dialecte ancien qui tout simplement est un dialecte religieux. Mais attention, parce que pour moi ça veut pas justement signifier uniquement Harley, pour moi ça veut aussi potentiellement donner des informations sur, je sais pas, un peuple, une langue, potentiellement plus. Pour moi c'est un petit peu un foreshadowing ou d'inspiration par rapport aux religions. Les religions relatent toujours des faits qui se sont réellement déroulés dans le passé, comme le déluge, Moïse, etc. Les scientifiques ont découvert que voilà, ça s'est bel et bien passé grâce aux strates, à l'étude tout simplement géologique de certains endroits. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, pour moi, Harley, ça va tout simplement donner des informations de manière mythique, mythologique, mais qui sont basées sur des faits réels dans l'univers de One Piece. Voilà. On continue. Pèlerinage de Yamato, la fille du démon, volume 24. Donc Yamato et le groupe trouvent Uzuo dans une base secrète. Il porte une tenue de Wano Kuni, mais avec son masque, et boit avec ses subordonnés et quelques geishas. Ok, donc Uzuo qui s'est tout simplement hyper bien acclimaté, hyper bien intégré au monde de Wano. Donc à voir, est-ce qu'il est tout simplement en train de changer de vie, tout simplement, c'est pas impossible, mais évidemment on sera pas dupe étant donné qu'il y a des armes qui ont été tout simplement volées, il y a aussi des jeunes filles qui ont été kidnappées, donc est-ce que il est devenu gentil? Je doute, mais on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. On continue. Alors vous connaissez toutes mes théories sur le retour de Kaido, sur la fin du pèlerinage de Yamato et le fait que Yamato puisse intégrer tout simplement l'équipage des Mugiwara. Je reviens pas là-dessus, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos parce que j'en parle en long, en large, en travers, il y a énormément de choses pertinentes qui pourraient tout simplement vous diriger vers ce genre de théorie. Donc c'est parti les gars, le chapitre commence là où le précédent s'est arrêté. Loki est conscient et demande à Shamrock s'il a un lien avec le pirate Shanks le Haut. Donc Loki, les grands pirates et les Tenryubito sont des êtres totalement opposés. Comment se fait-il que vous avez le même visage? Donc assez intéressant, comment il a pu voir sans ses yeux, c'est quand même ouf, comment Loki a pu voir Shanks alors qu'il a les yeux bandés. Est-ce que les bandages se sont enlevés? Est-ce qu'il a la capacité de voir plus loin? Peut-être à la manière de Fujitora
qui peut un petit peu avoir la forme de la personne mais sans les traits. Donc Fujitora est aveugle mais il voit grâce à son haki. Donc est-ce que c'est la même chose? Là, je pense sincèrement que c'est quelque chose de très similaire. Alors, Shamrock révèle que Shanks et son frère jumeau cadet séparés à la naissance. Il explique que Shanks est déjà retourné une fois à Marie-Joise, mais qu'il a préféré vivre dans ce monde inférieur et misérable. Aucun flashback de Shanks dans cette partie, seulement du dialogue. Donc voilà, effectivement, pas de flashback, c'est totalement logique, parce qu'il allait pas tout simplement nous montrer ce qu'on rêve d'avoir. Il veut tout simplement garder ça pour plus tard, le flashback de Shanks. En tout cas, comme je vous l'ai dit, la construction autour de Shanks et Shamrock commence à se faire sur l'île d'Elbaf. Donc je pense que ça va être un petit peu comme on l'a vu dans One Piece. On va avoir justement dans cet arc potentiellement des flashbacks mais surtout des informations concernant Shanks, concernant Shamrock, parce que tout s'y prête, on a tout simplement toute la construction mise en place par Oda qui pourrait permettre de donner des informations par rapport à leur passé. Donc je pense que ça va être intéressant. Le seul truc c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt scénaristique, on pourrait avoir ça, mais il faudrait aussi que ça permette d'avancer scénaristiquement, sinon Oda pourrait tout simplement remettre ça à plus tard, ce qui est aussi logique étant donné qu'Elbaf s'annonce être un arc hyper long mais aussi hyper dense en termes d'informations. Ensuite, Loki note avec amusement qu'il a désormais une rancune envers les deux frères. Il jure alors vengeance pour ses amis animaux. Donc ça, c'est assez triste parce que c'est vrai, malgré le fait que Shanks soit gentil et Shamrock complètement méchant envers Loki, les deux, c'est la même merde. Et c'est assez triste parce que je pense que Loki n'est pas si méchant que ça et je commence à avoir pitié de lui étant donné qu'on fait que le rabaisser, on fait que le traiter, il a été renié de toute l'île et au final, il n'y a pas de rédemption pour lui, j'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, à part prendre des coups et être attaché. Heureusement que Luffy sera là pour le libérer. Il va encore bien tenir son titre de homme libérateur. On continue. Shamrock qui dit « Me menaces-tu » Gunko répond « Boss, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un comme lui. » Shamrock dit « Je sais, je n'ai pas besoin de l'attaquer directement. Cerbère. » Et du coup, Shamrock sort son épée et un énorme chien à 3 têtes appelé Cerbère en surgit. On ne sait pas encore si c'est un pouvoir d'Akuma no Mi ou non. Donc voilà, le pouvoir du fruit du démon, du Cerbère. Ce Cerbère ressemble aux zombies de Moria, mais en bien plus menaçant. Il a des nuages noirs flottants autour de son cou et 3 épées sortent de ses 3 bouches. Donc ça c'est fou. Pourquoi? Parce que déjà superbe parallèle entre les Cerbères déjà teasés il y a très longtemps sur Thriller Bark et ce Cerbère. Est-ce que c'est un foreshadowing? Est-ce que Oda s'amuse d'avoir sorti un Cerbère et de le ressortir aujourd'hui? Les deux sont totalement possibles, mais c'est assez intéressant parce que là on a affaire à quelque chose de plus démoniaque et de beaucoup plus fort. Là ils ont bel et bien mentionné l'écharpe de nuages noirs qui montre que potentiellement son épée Cerbère a carrément éveillé son fruit du démon. Une épée qui éveille un fruit du démon, c'est vraiment du jamais vu et je suis assez choqué. Donc avoir un petit peu la puissance de son épée et en plus si l'épée est maniée par quelqu'un de surpuissant tel que Shamrock, il pourrait être un adversaire des plus redoutables, potentiellement bien plus redoutable que Shanks, même si ça reste évidemment à confirmer. Donc voilà, on a fini la première partie, on passe à la deuxième. Gunko crée un énorme oiseau avec ses flèches. Avant de partir, Shamrock ordonne à une des 3 têtes de Cerbère de s'envoler, se détachant de son corps, puis il fait redevenir le corps en épée. Lui et Gunko sautent ensuite sur l'oiseau flèche et s'envolent. Shamrock dit « Si tu survis à ça, viens donc prendre ta revanche et je serai ton adversaire à ce moment-là. » Loki, impossible. Tu te fiches de moi? Ça ne peut pas être. Me faire transpercer par ça est mauvais. Et du coup, les 3 têtes de Cerbère, tenant toujours des épées dans leur bouche, tournoient dans les airs et foncent à pleine vitesse vers Loki. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de contrôle total sur le fruit du démon. Comme s'il pouvait le faire sortir de son épée. Après, ça peut être qu'une technique, mais c'est encore du jamais vu. C'est-à-dire qu'un Zoan, jamais on a vu un Zoan, même un Zoan mythique, pouvoir se détacher, se dédoubler et être envoyé à droite ou à gauche. On sait que Robin, par exemple, est capable de faire ça, créer un clone, mais c'est totalement logique quand tu vois son fruit du démon. Là, un Zoan mythique capable de faire ça, tu vois, même Cerbère, il est pas connu dans les mythologies grecques pour pouvoir se séparer, diviser son corps, etc., etc. Donc très intéressant à voir vraiment s'il va y avoir quelque chose derrière ce pouvoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, encore une fois, on a peut-être affaire non pas à un fruit du démon, mais potentiellement à un réel démon. Ça, c'est toujours la question qui reste en suspens depuis Egghead. Ensuite, les 3 têtes transpercent simultanément le torse de Loki. Et Loki répond « Maudit dragon céleste, je vous maudit. » Shamrock et Gunko discutent alors qu'ils quittent le monde souterrain. Shamrock, les écraser immédiatement semble compliqué. Nous allons commencer par capturer les enfants en premier. Faites venir une personne de plus. Gunko, compris. Lequel voulez-vous? Ça c'est légendaire. Donc voilà, une nouvelle invocation d'un chevalier divin. Donc ça n'a pas été dit explicitement, mais bon, on peut facilement comprendre qu'une nouvelle personne faisant partie des chevaliers divins va tout simplement arriver sur l'île. Et là, je pense que les chevaliers divins potentiellement servent à asservir. C'est peut-être leur rôle, venir
sur les îles et faire en sorte qu'ils deviennent affiliés au gouvernement mondial en éradiquant toutes les personnes qui veulent pas garder tout simplement. Ça me fait un peu penser au fait que par exemple tous les boucaniers ont été rayés de la carte, tous les Lunaria ont été rayés de la carte, donc potentiellement que tout vient de ces personnes-là et que c'est le corps armé du gouvernement mondial qui agissent sous les ordres de potentiellement de Im-sama, même si j'en suis quasiment sûr, et qui tout simplement va exécuter des missions abjectes, contrairement à la marine qui, elle, est plutôt là pour faire office de gardien de la paix. Vous avez compris exactement où je veux en venir, je pense. On continue les gars, troisième partie. Donc là, la troisième partie, c'est une des plus denses, donc là, il y a vraiment beaucoup d'informations. Transition vers le château d'Orust. Luffy et son groupe discutent avec les gardes géants qu'il a rencontrés dans le chapitre précédent. Luffy est furieux car les gardes géants disent avoir été attaqués par Shanks le Rouge. Il refuse de croire que Shanks ferait une chose pareille et explique à quel point il est honorable et impressionnant. Nami rigole en voyant Luffy si en colère. Nami qui rit dit « Tu fais tellement confiance à Shanks, hein ?» Et Luffy énervé répond « Évidemment, Nami, toi aussi tu serais en colère si quelqu'un disait du mal de Morimer, non ?» Et Nami a dit « C'est belle-mère, c'est pas Morimer. » Et les géants « Alors, c'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait ou peut-être son frère ?» Luffy répond « Le frère de Shanks, si jamais il en avait un, je ne peux que l'imaginer être un type bien. » Ouais, c'est ouf, c'est exactement ce qu'on a dit sur le fait que Luffy pourrait se tromper complètement sur Shamrock. Il doit se dire dans sa tête que peu importe qui c'est, s'il connaît Shanks, c'est une bonne personne. Et ça, c'est fou parce que c'est totalement Luffy. Et j'ai bien peur que Luffy ne soit déçu très prochainement. De toute façon, on va voir tout ça en détail, les gars. On continue. Mais je n'ai jamais entendu parler de sa famille. Il était sur un navire pirate depuis qu'il était enfant. Je pense que sa vraie famille, c'est probablement Roger, Rayleigh et tout l'équipage de Roger. Sauf Baggy, bien sûr. Alors que Luffy parle des pirates de Roger, la scène change immédiatement pour montrer l'homme mystérieux aperçu il y a quelques chapitres. On parle bel et bien de l'homme au casque. On ne voit que son dos, mais c'est le même homme qui buvait avec Crocus sur la couverture du chapitre 631. Il marche vers le château d'Orust, très proche de la porte principale. Et du coup, transition vers Franky, qui examine l'arbre trésor d'Adam avec Ripley. Avant de passer à la suite, je voulais juste dire un truc par rapport au fait que l'homme au Casa arrive. Donc le fait que Luffy parle tout simplement des pirates de Roger à ce moment précis, c'est quand même vraiment bizarre dans le sens où on dirait pas une parfaite introduction pour qu'il puisse prendre la parole et que, je sais pas, ils disent comment ça Baggy c'est bel et bien son frère d'armes, tu vois, ou un truc comme ça qui fait que on a quelqu'un qui pourrait témoigner entre guillemets étant donné qu'il faisait partie de l'équipage de Roger. Après, faites attention parce que ça peut être quelqu'un d'autre et j'aimerais tellement savoir qui ça pourrait être. Ensuite, on continue. Donc du coup, transition vers Franky qui examine l'arbre d'Adam avec Ripley et Franky observe une énorme fresque murale gravée dans l'arbre. Mais elle n'est pas encore visible pour nous. Ripley. Je pense qu'il s'agit de dessins d'enfants datant d'il y a très longtemps, fossilisés et intégrés à l'écorce. Cette fresque a une importance historique majeure, c'est un trésor culturel de cette nation. On estime qu'ils ont été dessinés il y a environ 800 à 900 ans. Si c'est vrai, alors ils proviennent de la même période que le siècle oublié. Et Franky dit quoi? Alors, on doit absolument montrer ça à Robin, je lui en parlerai plus tard, mais c'est bizarre pour un dessin d'Elbaf, ça ne ressemble pas à des géants. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça pourrait être totalement le contraire, je vous l'ai déjà dit, potentiellement qu'à l'époque, tout le monde était géant et qu'en fait, pour eux, ils sont tous de la même taille. Vous le verrez après, on en discutera plus en détail. Pendant que Franky parle, on voit quelques dessins de la fresque. Une princesse sirène, donc voilà, les princesses sirènes, quand même des personne gigantesque, un robot ressemblant à Emmett, personne gigantesque, une créature aux oreilles étranges, on verra, peut-être la troisième arme antique, on sait pas, peut-être Emmett est une arme antique, je doute, mais c'est assez intéressant les gars, je pense que c'est plutôt les alliés de Joy Boy, mais on en discutera à la fin du manga. À la fin du manga aussi, mais surtout à la fin du chapitre. Alors Ripley, je suis d'accord, dans l'histoire que nous connaissons, bien que des guerres entre différentes races aient eu lieu, il n'y a jamais eu d'union, ce qui renforce encore plus l'idée que ce n'est rien d'autre qu'un dessin d'enfants. Transition vers l'école du Morse, où l'on voit des enfants jouer et un ange donner un cours. Dans la bibliothèque du hibou, Saul sort un livre appelé Harley, contenant les textes sacrés d'Elbaf, pour le montrer à Robin. C'est un livre extrêmement ancien, avec un symbole du soleil sur la couverture, semblable à celui dans l'église de Kuma lors de son flashback. Saul explique qu'il existe de nombreuses interprétations du dieu soleil, mais que lui et son rythme apparaissent dans des légendes partout dans le monde. Harley est divisé en 3 chapitres, chacun représentant un monde. Le 3e chapitre raconte le monde actuel et prédit ce qui n'est pas encore arrivé. Robin regarde le livre Harley et dit « Je vais le lire immédiatement ». Sur une double page finale, absolument épique, on voit la fresque murale complète avec la traduction du texte sacré Harley par Robin. L'arbre d'Adam est au centre
et divise la fresque en 2 parties. Au début de l'arbre, un monstre ailé crache du feu. À droite, une grande ville attachée par un serpent géant, un roi sur une arche avec des anges et des animaux, une lune et des offrandes semblables aux étoiles, rappelant les peintures trouvées par Rainer sur la lune. À gauche, une bataille gigantesque, Nika ou potentiellement Joy Boy affrontant un démon ailé tenant le soleil aux côtés de géants, samouraïs, Lunaria, Minx et une princesse sirène, un robot ressemblant à Emmet et des navires humains dont un Talabasta. Pas de pause la semaine prochaine, terminé pour les spoils, c'est légendaire, c'est légendaire. Tout le monde est en feu sur Twitter, tout le monde entraîne tout simplement devenir fou et deviennent complètement impatients parce que c'est totalement logique et c'est tellement bien joué d'Oda. Oda nous a carrément transmis, non pas le passé, mais il nous a transmis le futur. Et c'est ça qui est le plus ouf dans tout ça. Potentiellement qu'ils auraient pu avoir des images du futur tel Charlie, tu vois. Ce qui est possible, c'est que potentiellement quelqu'un du futur aurait très bien pu revenir dans le passé pour pouvoir transmettre tout ça. C'est une mécanique qui existe dans One Piece, comme Otuki qui par exemple traverse les âges dans un sens, mais potentiellement quelqu'un est capable de faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. On verra, mais bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément d'informations. Pour moi, il y a énormément de théories à faire, à décortiquer, et personnellement, comme je l'ai déjà dit, je vous conseille vraiment d'aller regarder ma théorie sur les armes antiques et aussi ma théorie sur Luffy dans l'espace. Je vous dirai tout juste ici là parce que tout simplement c'est des choses que j'ai répétées et encore répétées, et au final j'ai l'impression que dans certaines choses, dans certains détails de ces théories, il y a des choses vraies qu'on voit tout simplement dans ces spoils. Mais il est trop tôt pour crier victoire, mais n'hésitez pas à les regarder parce que voilà, pour moi c'est ultra pertinent. Donc voilà, on passe à l'analyse cette fois-ci et on va tout simplement discuter de 3 points. Le premier point, ça va être sur Shamrock et ses pouvoirs. Ensuite, on va parler du prochain chevalier divin qui va arriver sur l'île. Et à la fin, évidemment, on parlera tout simplement de cette fresque légendaire qui nous compte potentiellement des faits passés, mais potentiellement aussi des faits futurs. En tout cas, c'est ce qu'on comprend un petit peu quand on lit ces spoils complets. Donc, Shamrock qui, tout simplement, a officialisé le fait que c'était le jumeau de Shanks, le grand frère de Shanks. Donc aujourd'hui, on peut avérer le fait que Shanks est bel et bien Fik Garland, est bel et bien le fils de Garling, et qu'il est aussi bel et bien le frère de Shamrock. Donc voilà, tout ça pour dire que on a maintenant des révélations qui vont être difficiles à contredire étant donné la somme conséquente d'informations qu'on a eues dans ce chapitre. Donc le plus important, c'est pas de savoir si Shanks est son frère ou pas, étant donné que maintenant on sait. Là, ce qui est important à relever, c'est le fait qu'on a un pouvoir qui s'apparente beaucoup au pouvoir des Gorosei. Pourquoi? Parce que les pouvoirs des Gorosei sont un peu incompréhensibles, on comprend pas réellement s'ils ont des points faibles. On a vu des petits foreshadowing comme par exemple Jupiter avaler les bulles qui renferment le pouvoir du granit marin et qui au final n'a pas baissé en termes de force la puissance de Jupiter, ce qui est assez intéressant. Je pense que c'est pas une petite erreur d'Oda qu'il aurait pas fait ça au hasard, tu vois. Ensuite, pour moi ça montre aussi que du coup les chevaliers divins pourraient être au même rang que les Gorosei, dans le sens où les Gorosei, pour moi ils sont quand même supérieurs de par leur hiérarchie, mais par contre les chevaliers divins pourraient avoir soit des pouvoirs d'Im-sama ou des pouvoirs très spéciaux et pourraient être en adéquation avec entre guillemets les démons des mers. Pour faire simple, pour moi le Gorosei et les chevaliers divins pourraient avoir reçu des pouvoirs différents des personnes qui ont mangé un pouvoir du fruit du démon, et ça pourrait être tout simplement un pouvoir de démon sans fruit devant, ce qui ferait que potentiellement ils auraient réussi à contourner le point faible des fruits du démon. Et tout simplement c'est assez logique si on prend en note le fait que les fruits du démon viennent des démons des mers et que Im-sama est plutôt familier avec la mer et on doute de moins en moins sur son côté démoniaque. Donc personnellement j'ai l'impression que la mécanique s'applique à Shamrock. Pour en revenir à Shamrock, clairement son sabre a clairement le pouvoir du Cerbère, et s'il a le pouvoir du Cerbère, déjà c'est un pouvoir de type Zoan mythique. Ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, en plus d'avoir un pouvoir de Zoan mythique, il a le pouvoir éveillé. Par contre, le plus impressionnant, c'est le fait qu'il est capable de séparer, on va dire, les démons qu'il y a dans son sabre. Alors, peut-être que c'est une attaque spéciale qui donne l'illusion d'envoyer le Cerbère sur la personne, mais il y a aussi une chance pour laquelle, tout simplement, le sabre et le démon puissent se séparer, entre guillemets, en tout cas se diviser plus que se séparer, étant donné qu'il y a quand même une partie du Cerbère qui reste dans
dans le sabre. Et ça, pareil, c'est des mécaniques qu'on n'a jamais vues, tu vois, dans l'univers de One Piece. Personne n'a réussi à se séparer en étant un Zoan, même Zoan mythique, tu vois. Donc ça, c'est fou. Et je pense sincèrement que potentiellement, on pourrait dans le futur comprendre que son sabre a hérité d'un pouvoir qui est différent des fruits du démon. Sachez déjà que le Gorosei, on a eu des révélations, en tout cas vers Saturne, que ce soit Bonnie ou que ce soit le Gorosei, ils ont eu des infusions de fruits. Donc ça suffit pas à être tout simplement différent des personnes qui ont mangé un fruit du démon, étant donné que Bonnie a bel et bien eu une infusion de fruits, mais a quand même eu le côté négatif des fruits du démon. Mais je pense que Im-sama pourrait faire en sorte de supprimer ce mauvais côté, ce point faible. Donc à voir par rapport à ça, mais Shamrock nous a montré une mécanique légendaire qui, pour moi, est de la même hauteur que les mécaniques mises en place par rapport à la télépathie du Gorosei, par rapport au cercle magique d'invocation, qui pour moi appartiennent beaucoup plus à Im-sama maintenant qu'on a plus d'informations qu'au Gorosei, mais vu que les Gorosei peuvent les utiliser, je pense que c'est un pouvoir commun que Im-sama peut transmettre. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a tout simplement l'arrivée d'un nouvel antagoniste qui devrait faire son apparition très prochainement. Là, on a une fille et Shamrock. Shamrock, c'était pour le côté scénaristique, Shanks, etc., etc. Gunko, c'était pour l'équilibre un petit peu. Je pense que, comme j'ai déjà dit, ça doit être le plus fort avec la moins forte, histoire d'équilibrer les binômes. Et là, je pense que potentiellement, la personne qui pourrait arriver pourrait être quelqu'un du milieu, c'est-à-dire suffisamment fort. Je vois bien quelqu'un de vraiment balèze, c'est-à-dire stock, vraiment grand, vraiment gros. Pourquoi? Parce que en termes d'équilibre, on a Shamrock, grand, beau gosse et tout. On a Gunko, petite, mignonne, BG un peu, tu vois. Et là, pour moi, il me faudrait quelqu'un de colossal, bien puissant pour essayer d'asservir les géants, étant donné que le but, c'est de ramener de la puissance. Donc, est-ce que ça va être le numéro 2? Je sais pas, mais peut-être le numéro 3, le numéro 4, histoire de donner du mou à Oda et faire en sorte que, voilà, les chevaliers divins soient pas tout de suite déjà présentés au grand jour. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que Oda a vraiment décidé de grimper en termes de tension. Là, il fait vraiment en sorte d'accélérer les choses. Il y a à peine quelques chapitres, on était en train de faire la fête avec les Mugiwara au village de Dori et Brogy, de Jarl, etc. Et aujourd'hui, on est déjà en train de préparer la guerre de la fin du manga et en même temps la guerre d'Elbaf, qui pour moi seront deux guerres différentes. Quand on prend ça en compte, on voit que la finalité va sûrement être quelque chose de colossal, les gars. Je sais pas à quoi m'attendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle personne ultra puissante commence à faire son apparition sur Elbaf très prochainement, sûrement dans le prochain chapitre. Et ça va être compliqué pour tout le monde, je pense, j'en suis intimement convaincu. Donc c'est parti. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler de la dernière chose la plus importante qui pour moi est la plus légendaire. C'est tout simplement cette fresque qui, d'après ce qu'on a vu, nous tease un petit peu ce qui pourrait se passer dans le manga. Du coup, les informations qu'on a sur la fresque vont sûrement révéler des choses que les différents peuples précédant l'ère d'aujourd'hui dans One Piece ont subi il y a potentiellement 900 ans ou potentiellement plusieurs millénaires. Le 3e chapitre du livre d'Harley relate tout simplement le futur de One Piece. Donc il y aura sûrement des prophéties, exactement comme on a vu Luffy sur l'île des hommes poissons avec Shirley qui l'a vu détruire l'île et Shirley se trompe jamais. Donc forcément à un moment donné, Luffy viendra sur l'île pour la détruire. Ça c'est quelque chose de totalement logique et qui va se passer. Cependant, là, dans le chapitre d'Harley, on va avoir les mêmes choses, mais potentiellement pour la fin du manga, le One Piece, etc., etc. Ça va être légendaire. Je pense que ça va être trop bien. En tout cas, je suis trop pressé. Ensuite, au niveau de tout simplement les informations qu'il y a sur cette fresque, on nous parle d'énormément de choses. On nous parle d'un robot géant qui ressemble à Emmet. On nous parle d'une sirène, en tout cas, qui ressemble étroitement à Poséidon, en tout cas Poséidon de l'époque. À voir, j'espère, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tout simplement, en plus de tout ça, toutes les races réunies en une seule. Donc, est-ce que ça montre le passé? Est-ce que ça montre le futur? C'est assez intéressant parce que c'est en tout cas le futur d'une certaine manière, étant donné que tous les peuples vont s'unir pour un jour affronter le boss final. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que à un moment, dans le passé de One Piece, à aucun moment de l'histoire, toutes les races se sont unies. Et là, on voit clairement qu'il y a toutes les races unies sur cette fresque. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, Franky et Ripley ont bugué et se sont dit, bon, bah, ça doit juste être des dessins d'enfants. Donc, peut-être que c'est une prophétie qu'ils ont vue, peut-être que c'est le futur qu'ils ont vu, peut-être que... voilà, peut-être que tout le monde va revenir dans le passé, tout ça, j'y crois pas, mais en vrai, quand on prend les informations telles quelles, on se dit, bah, peut-être que c'est ça, c'est pas impossible. Mais, par contre, en termes de cohérence, ça va être compliqué de faire en sorte que tout ça se passe tel quel. On verra, mais vous avez qu'à. Ensuite, on a tout simplement une arche.
Donc voilà, le Noah qui va potentiellement avoir son utilité, étant donné que dans le passé, le Noah attendait le retour de Joy Boy pour pouvoir être utilisé. Énormément de choses. Donc je pense sincèrement qu'il y a trop d'éléments qui vont dans le sens que la fresque qu'on voit, c'est pas forcément le passé, mais c'est potentiellement le futur. Tu vois. Mais par contre, je pense pas que la théorie de la boucle temporelle puisse être prise réellement premier degré pour l'instant, même si on est séduit par le fait que ça pourrait se passer. J'exclus pas du tout cette éventualité. Mais là, pour moi, le plus important, c'est de savoir qu'on a bel et bien un espèce de monstre gigantesque qui a attaqué, que tous les peuples se sont unis pour justement sauver l'humanité. Et c'est peut-être la chose qui s'est pas passée il y a 800 ans ou bien avant, tu vois. C'est peut-être quelque chose qu'ils auraient voulu. Peut-être que c'est des enfants qui ont réellement dessiné le dessin et qu'ils auraient rêvé que tous les peuples s'unissent et qu'à l'époque, ils se sont pas unis. Parce qu'en vrai, là, soit c'est des informations qui ont été omises par l'histoire et des choses qu'on connaît pas, tu vois, et que personne n'a relaté jusqu'à aujourd'hui, le fait que tout le monde soit uni. Soit c'est quelque chose qui va arriver et c'est soit une prophétie comme j'ai dit ou soit quelque chose d'autre. Donc voilà, hâte de voir parce que comme je vous l'ai dit, on a des lunes, des offrandes semblables aux étoiles, on a des grandes villes attaquées par un serpent géant, donc voilà le serpent rouge de sang qui pourrait faire son apparition ou tout simplement le serpent biblique qui représente le diable. Bref, tellement de possibilités que en vrai à part se perdre dans cette fresque, pour l'instant ça va être compliqué de faire quelque chose de carré et de clair et net, mais ça va arriver, vous inquiétez pas les gars, parce qu'on va tout simplement détailler tout ça dans les prochains lives, prochaines vidéos, etc. etc. Donc voilà, je vous ai relaté tout ce qu'il y avait à relater dans le chapitre, donc là ce sera plus basé sur l'analyse que sur les théories, mais comme je vous l'ai dit les gars, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos, parce que pour moi, clairement, le fait que 3 armes antiques pourraient représenter 3 personnes, et non pas l'arme qui a été alimentée par Mother Flame, pour moi c'est une arme technologique qui est censée copier le pouvoir des armes antiques. Pour moi c'est pas réellement une arme antique, celle qu'on a utilisée à l'époque, pour moi c'est plus de la technologie. Pour moi les armes antiques sont plus assimilées à des descendants des dieux, etc., etc., de par leur nom, de par la manière dont a été construite Shirahoshi. Donc pour moi c'est plus de ce côté-là qu'on va s'orienter. Ensuite il y a toute l'histoire par rapport au Lunaria, etc., les races et tout, qui tout simplement peuplent, je dirais, l'espace, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi ma théorie sur l'espace. Donc les gars, je pense avoir dit tout ce qu'il y avait à dire en tout cas sur ça. Il y a tellement de théories qui fusent dans ma tête que je pourrais pas vous en faire une précise reliant tout ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tout ça on en a déjà parlé, on a déjà émis des éventualités par rapport à tout ça, et là je pense que ça prend tout simplement leur sens. Maintenant il va falloir décortiquer le chapitre pour avoir les vraies informations. Là c'est que des descriptions, c'est pour ça que je prends des pincettes, c'est que des descriptions de liqueurs par rapport à ce qu'ils ont vu, donc potentiellement qu'ils ont mal interprété certaines choses, peut-être qu'ils ont oublié certains détails et qu'en fait ça rappelle peut-être des choses qu'on a vues précédemment. Je leur fais confiance quand même pour relater les bonnes informations, mais là malheureusement je suis abasourdi. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui sont exactement comme moi dans le sens où on veut que voir le chapitre, mais pensez à tout ce que je vous ai dit quand même. Les peuples se sont bel et bien unis. Est-ce que c'est dans le présent? Est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que c'est tout simplement une prophétie? Beaucoup de choses sont mises dans le chapitre pour nous influencer dans un sens ou dans un autre. En tout cas ce qui est important pour moi c'est le fait qu'il y a bel et bien un ennemi qui ressemble à un démon, un serpent gigantesque, et que cet ennemi on pourrait l'avoir déjà vu sur la lune, étant donné que le serpent en question on l'avait vu. On avait vu aussi les rois des mers entre guillemets, et on avait vu aussi une flamme. Donc est-ce que les trois sont liés? On verra bien, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va tout simplement analyser ensemble. Donc voilà en tout cas pour ce live, j'espère que vous avez kiffé. De toute façon on décortiquera tout ça pendant le chapitre. Je pense que c'est plus pertinent étant donné qu'on va avoir tout simplement les images sous les yeux et qu'on pourra les interpréter et les décrire à notre façon, étant donné que là on a juste des mots mis les uns à la suite des autres avec marqué bataille gigantesque, serpent géant, grande ville attaquée par un serpent. Bref, vous avez capté les étoiles, les lunes. Bref, c'est des interprétations qui ont été traduites, etc. Donc forcément, on verra si vraiment ça va être quelque chose de grandiose. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à liker, follow, commenter pour la team YouTube. Ça nous aide énormément étant donné que je taffe comme un ouf. Là, ça fait vraiment quelques semaines là où j'en peux plus étant donné qu'il y a 4 chapitres d'affilée. On vous fait des vidéos qu'on monte dans la nuit pour le lendemain. Je donne tout ce que j'ai. Donc voilà les gars, si vous voulez me remercier, vous savez exactement comment faire. Vous avez aussi le Discord, c'est là où on discute, là où on se rejoint, là où on joue, etc. etc. Bref, tellement de choses. Et évidemment, le Twitter, c'est là où je publie tout simplement les spoils qu'on vient de voir aujourd'hui. Et pour moi, c'est là-bas où je mets les informations les plus rapidement, les plus importantes. Et c'est là-bas où il y a l'actu et tout en direct, entre guillemets. Donc voilà, je pense avoir fait le tour les gars. N'hésitez pas à follow, vous avez aussi les souscriptions. Voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le voulez. Ça aide énormément au financement des concepts de la chaîne. Et sinon, bah voilà, je pense avoir fait le tour. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas, vivez les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très très bientôt.